Angers, dans le Maine-et-Loire, dans une petite cité HLM. Mes parents sont arrivés en France dans les années 80, début 80, après la révolution en Iran. Donc je suis d'origine iranienne, qui est ma langue maternelle, etc. Mais j'ai appris le français très vite en allant à l'école. Voilà, j'ai vécu toute une partie de ma vie à Angers, donc, avant d'avoir mon bac à 17 ans et de partir en Iran pendant un an. Ah. Voilà. Donc je suis Pourquoi? Pour apprendre à lire et à écrire. D'abord, parce que j'avais oublié, j'avais appris petite et puis je m'en étais pas servi. Et puis parce que j'avais envie d'aller en Iran, voilà, d'aller vivre un petit peu avec ma famille, donc mes grands-parents, mes oncles et tantes, tout le monde est là-bas. Et donc voilà, et puis finalement, à l'époque je faisais du théâtre, mais je voulais changer le monde par le théâtre. Et puis une fois en Iran, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, mais en fait, je crois qu'on ne change pas le monde avec le théâtre, mais avec la politique, donc inscris-moi à Sciences Po. Mais je ne savais pas ce que c'était, Sciences Po, j'en avais aucune idée. Enfin, vraiment, j'étais très très loin de tout ça. J'avais fait un bac L, etc. Et puis, donc je suis rentrée une semaine avant les concours. Et j'avais pas trop révisé, mais elle m'a traînée quand même pour passer mon concours à Toulouse. C'est votre mère qui vous a poussé? Oui, je voulais plus y aller en fait, parce que j'avais pas révisé. J'étais en Iran, je n'avais pas trouvé de livres. Les seuls livres que j'avais trouvés étaient édités avant 89, donc je savais pas que le mur de Berlin était tombé, donc c'était un petit peu compliqué pour réviser. Et puis j'avais pas encore, voilà, Internet, tout ça, je m'en servais pas comme outil de connaissance vraiment, je pense. Et donc elle m'a traînée là-bas, et puis il se trouve que je l'ai eu, et donc je suis partie à Toulouse pendant 3 ans, puis 1 an en Bolivie, puis je suis retournée à Toulouse 1 an, et ensuite je suis arrivée à Paris pour finir mes études et, de sciences politiques, mais aussi petit à petit je me suis tournée plus vers la sociologie. Donc j'ai fait un master 2 de sociologie à Paris. Qui était entre l'école normale supérieure et l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc j'ai été diplômée, je crois, en 2011, il me semble. C'est tout récent. Ouais, c'est assez récent. Et puis je voulais faire une thèse, mais j'avais pas envie de la faire tout de suite. J'avais un peu envie de me mettre au travail, on va dire. Et puis un peu... je sais pas, moi je me dis que tout ça devait être écrit, mais j'ai commencé à travailler, je suis partie à Valenciennes parce que je faisais une enquête sur Toyota. Oui. Sur les ouvriers, sur les conditions de travail, maladies professionnelles, parce que c'est une usine qui était très marquée par la jeunesse de la main-d'œuvre. Puis c'est le Nord-Pas-de-Calais, très marqué par le chômage aussi. Et puis Toyota, c'est le système de production qui est maintenant en place dans toute l'industrie métallurgique, mais même au-delà. Comment, en 2 mots, en 2 mots, je dirais que c'est le taylorisme, mais poussé à l'extrême, mais avec la participation des ouvriers à leur propre exploitation, on va dire. C'est ça toute l'ingéniosité du toyotisme, c'est de faire participer les ouvriers à l'intensification de leurs conditions de travail. Donc voilà, je faisais ça, puis j'ai pas trouvé de boulot ensuite dans le Nord, puisque c'était pas le meilleur endroit. Et je suis arrivée à Ivry pour faire un diagnostic social pour la préfiguration d'un centre social dans un quartier populaire qui fêtait ses 50 ans. Et la personne pour qui je travaillais venait de Bagnolet. Et cette personne, au bout de 2 semaines, me dit « il faut que je te présente des gens, tu vas trop bien t'entendre avec eux ». Et donc il m'a amené à Bagnolet, il m'a amené plus exactement à la Noue, plus exactement encore au centre social Guito Folletti. Il m'a présenté des gens qui sont aujourd'hui mes collègues élus, globalement, ou qui sont des gens avec qui j'ai travaillé. Et en fait je suis arrivée et je suis repartie, on a discuté, et je suis repartie ce soir-là en me disant je vais rester ici. Mais alors, un peu comme ça. Et donc je savais pas trop comment ou quoi, mais voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à travailler au centre social. Et puis après, il y a eu l'idée, on réfléchissait toujours à comment on allait militer. En fait, quand je suis arrivée à la Noue, il y avait une lutte contre l'ancien maire.
parce qu'ils voulaient détruire des bâtiments HLM pour construire notamment des tours de grande hauteur et un téléphérique qui allait du métro à la Noue. Et les habitants étaient en mobilisation. Et moi, je suis arrivée un peu dans ce contexte-là, là-bas. Et donc, j'ai demandé les dossiers, on a regardé. Enfin, en fait, avec ces gens que j'avais rencontrés, qui sont aujourd'hui mes collègues élus, eux étaient très mobilisés. Et, je sais pas, je me suis accrochée, je sais pas trop comment, à leur mobilisation. Et donc, il y avait ça aussi en même temps. Donc après, on se posait sans arrêt la question de comment on allait continuer ça. Il y avait toute l'idée de former des militants, de politiser, de conscientiser. En même temps, on ne se prenait pas non plus pour des sachants par rapport. Et puis s'approchait l'échéance électorale. Et eux avaient décidé, je pense, de monter une liste et m'ont proposé de les rejoindre. Et donc on a commencé, on n'était pas nombreux, hein, on était 6-7 quand on a commencé à lancer à réfléchir à ce qu'on allait faire. Et ça, c'était il y a 2 ans, environ un peu moins, 1 an et demi. Donc Bagnolet a la chance d'avoir 6 centres sociaux. Il y a 7 quartiers à Bagnolet, on a 6 centres sociaux. Donc c'est pas mal, le territoire est vraiment... Il y a en tout cas, il y a un service public de proximité. Combien de population pour de 35 000 environ. 35 000 environ. Maintenant, des centres sociaux ou des maisons de quartier, où chacun les appelle comme il veut, ou des centres de quartier, finalement, ça dépend de ce qu'on en fait, quand même. Et on va dire que ça peut être un outil aussi bien d'émancipation et de réduction des inégalités sociales, comme ça peut être aussi un outil tout simplement d'achat de la paix sociale et de maintien des populations les plus précaires dans le calme, on va dire. Donc il y a un peu ces deux... et puis bon, et je pense qu'en fait, en réalité, c'est toujours un peu des deux. Enfin, en tout cas, ça joue toujours un petit peu les deux fonctions, qu'on le veuille ou non, en fait, même si c'est pas forcément ce qu'on cherche. Alors, je pense que plus souvent, ça joue la fonction de maintien de la paix sociale que d'émancipation et de réduction des inégalités. Mais ça joue quand même ça. Pourquoi on a voulu en faire un fer de lance? D'abord parce que je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les centres sociaux. C'est-à-dire que... alors moi j'ai pas grandi à Bagnolet, mais peu importe en fait. Je m'étais toujours dit que j'ai grandi aussi dans une petite cité, j'ai fréquenté aussi un centre social, je suis partie pour la première fois de vie au ski avec un centre social, enfin voilà. Donc il y a tout un... C'est ce qui nous permet en gros, enfin ce qui nous a permis à nous enfants de parents qui n'ont pas forcément des moyens économiques fous, d'avoir accès à certaines choses qu'on n'avait pas. Mais d'autant plus pour mes collègues, ça a été, en tout cas parce qu'ils avaient un super centre social en bas de chez eux, ça a été vraiment un moyen d'avoir accès à des capitaux auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Alors quand je dis des capitaux, je fais des déformations un petit peu professionnelles, hein, je parle en termes sociologiques, c'est que pour moi, en fait, les centres sociaux ne peuvent pas vraiment influer sur le portefeuille des gens, donc sur leur capital économique, mais ils peuvent clairement influer sur le capital culturel et le capital social. Et or, je pense que la force des pauvres, elle est que là, en fait. Enfin, c'est-à-dire que la chance d'ascension sociale qu'on peut avoir quand on est de classe populaire, c'est pas de... on va pas gagner au loto demain, enfin, en tout cas, c'est très rare, quoi. Par contre, d'acquérir du capital social et du capital culturel, ça on peut, même si c'est très inégalement réparti, etc. Mais c'est ce qui peut le permettre qu'on réussisse nos études, qu'on ait des formes d'ascension sociale, etc. Donc je pense que ça peut jouer ce rôle-là. Vraiment, les centres sociaux, que c'est pour nous, c'est aussi des deuxièmes maisons, en fait, pour les habitants. C'est-à-dire que... Tofoletis qui m'a marqué, alors je parle beaucoup de ce centre, je pense qu'il y en a d'autres qui sont pareils, mais c'est celui qui a fait que je suis restée à Bagnolet, que je suis venue à Bagnolet, que je suis tombée amoureuse de cette ville, etc.
les gens se sentent chez eux en fait. Enfin, et finalement, Dynamique Citoyenne, donc le nom du groupe politique, c'est né parce qu'il y avait des jeunes qui allaient dans ce centre, qu'un soir, parce qu'ils organisaient des foot, donc qui dit que le foot n'est pas politique, en fait, ça peut l'être, qu'ils organisaient des matchs de foot, qu'ils étaient très responsables et qu'un jour l'animateur leur a dit les gars, je suis fatigué, je vous laisse les clés, vous me les rendez demain. Il leur a laissé les clés du centre et petit à petit, ils ont pris cette habitude, ils se sont réunis, ils se sont montés en association, ils ont fait un club de foot. Ce club de foot a commencé, il devait être 4 et ils sont 500 adhérents aujourd'hui. Donc c'est devenu une école de foot. De là, ils ont commencé à faire des actions dans l'insertion, dans la solidarité internationale, ils ont fait des voyages. Et en fait, c'est cette association soutenue par le centre qui a permis de se structurer en fait et de devenir un acteur de la ville qui n'était pas contournable. Maintenant, ça peut arriver dans plein de villes. Ça, c'est tout à fait exemplaire. C'est intéressant. À travers le foot. À Blanc-Ménil, il s'appuie beaucoup aussi, par exemple, sur l'équipe de foot, mais là, c'est différent. Là, ce qui s'est passé, en fait, je pense que là où on a réussi à faire un coup de force, et que des fois, je suis encore surprise qu'on ait réussi à ce point, c'est que on s'est dit, mais on sera plus... Enfin, on a un historique, on a un héritage, c'est-à-dire qu'on a vu la marche des beurs, comment ça s'est passé. On a vu tous ces mouvements-là, comment ils ont été récupérés, instrumentalisés, mais aussi comment ils ont été contenus dans... C'est des mouvements d'immigration, c'est des mouvements des quartiers populaires, etc. Justement, oui. Et je crois que là, on a fait un coup de force, c'est que quand on a décidé de monter un groupe, on n'avait aucune prétention à vouloir être élu, on voulait faire 5% de plus, et 5% pour pouvoir se rembourser. Et il y avait autre chose, on voulait faire perdre le maire sortant, clairement. Et notamment parce qu'un jour, il avait dit, vous vous occupez de l'associatif, moi je m'occupe de la politique. Et je crois qu'en fait, ce jour-là, c'est le jour où les gars se sont dit, mais non, en fait, nous aussi, on va s'occuper de la politique. Et donc... l'idée c'était juste de faire perdre, c'était juste de faire 5% et aussi de prouver qu'on était capable de proposer un programme cohérent et de prouver que c'est pas parce qu'on était catalogué ou issu de quartiers populaires, enfants d'immigrés, jeunes, parce qu'on a quand même une moyenne d'âge qui tourne autour de 32 ans je pense, même pas, voilà qu'on pouvait y arriver quoi. Et puis finalement, on a fait plus, mais c'était pas prévu. Mais là, on a fait un coup de force, c'est qu'on imposait, quand on allait négocier, enfin quand on allait discuter avec les autres partis, il n'y avait pas de « on viendra derrière vous », en fait. C'était à vous de venir derrière nous. Et maintenant que j'y repense, je me dis, c'est chouette quand on n'a rien à perdre, comme on peut être hyper sûr de soi. Non, mais en fait, on était très ferme. Oui. C'était à vous, on peut partir ensemble, avec les partis de gauche on ne disait pas de soucis, on peut partir ensemble, mais c'est vous qui venez derrière nous. Vous voyez d'autres initiatives se déployer? Et y a-t-il une fédération, une capacité de coordination possible, mais qui soit pérenne aussi? Ça pose la question politique. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Je pense que ça va venir, mais en fait, ce qui fait que nous ça a marché, mais que après c'est pas dit que ça continue à marcher, hein. Enfin, vraiment c'est très fragile en fait, parce que c'est le début, parce qu'on crée quelque chose d'assez à la fois de nouveau et de pas nouveau d'ailleurs, hein, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a besoin d'ancrage local en fait, il y a besoin de se former, de construire localement. Maintenant, on verra, parce qu'il y a les élections régionales. Là, on ne s'est pas engagé du tout dans les cantonales. On n'avait pas les forces. Et puis, bon, la configuration locale faisait qu'on ne voyait pas du tout avec qui on allait aller. Donc, on a laissé tomber. Mais pour les régionales, pourquoi pas? Ça pourrait être une manière de commencer à lancer. Je sais que partout, il y a des choses un peu comme ça qui sont en train d'émerger. En fait, si on regarde, même sur les dernières municipales, le nombre de listes dites citoyennes ou sans étiquette, alors, il y en avait plein, mais des listes portées par des enfants de l'immigration, il y en avait vraiment pas mal, et qui avaient toutes à peu près le même discours, qui était on ne veut pas être des professionnels de la politique, on se bat contre la distance et l'écart qu'il y a entre les habitants,
Je dis habitants plus que citoyens parce que dans citoyens, finalement, par exemple, les personnes d'origine, de nationalité étrangère ne sont pas compris. Donc, je préfère dire habitants. Mais entre les habitants et les politiciens, donc, qui ont tous à peu près le même... j'ai l'impression que c'est le même point de départ. Après, là où il peut y avoir une différence, mais finalement c'est assez proche aussi. Nous, on se disait apolitique en fait, il n'y a pas si longtemps. Alors, moi je suis passée par plusieurs phases par rapport à l'apolitisme. Avant, pour moi, être apolitique, c'était être de droite. Parce que je disais finalement, être apolitique, c'est suivre le mouvement dominant. Et comme le mouvement dominant, c'est la droite, et ben, ça veut dire que quand tu es apolitique, tu es de droite. Puis j'ai changé un petit peu d'avis. Et en fait, finalement, on est plus apartisan que apolitique, en fait, en réalité. Ou alors, c'est plutôt qu'on n'est pas dogmatique, ou qu'on n'est pas derrière une idéologie donnée. Enfin, je crois que la grosse différence avec le Parti communiste, par exemple, c'est ça. Parce que finalement, sur plein de choses, on peut se ressembler. Sur toute l'idée de répartition des richesses, on peut se ressembler. Sur les services publics, sur toutes ces choses-là, je pense qu'on est très proche, en fait, des idées du Parti communiste. Mais par contre, on n'a rien à voir sur l'idéologie, en fait. C'est une question idéologique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de dogme. Et c'est ça la grosse différence aussi, et c'est de comment on se considère. Je crois que pour notre génération, gauche-droite, c'est devenu un truc qui avait beaucoup moins de sens que... Globalement, il y a quand même un point sur lequel, pour nous, c'était important, la vision de la laïcité, par exemple. On n'a pas, je pense, en tout cas, qu'on n'a pas la même vision de la laïcité que l'extrême gauche française. Et... ce qui est dingue, hein, parce que finalement, nous, on se réfère à la définition de 1905 qui dit séparation du politique et du religieux, et par contre, chacun fait son culte, chacun peut pratiquer comme il veut dans son coin, et on vit ensemble. Et nous, on se réfère vachement à ça, mais c'est vrai que ce qui a fait qu'il y a eu encore plus d'écart, et que pour nous, c'était pas possible du coup d'aller dans ces parties-là, c'était aussi ces questions-là, c'était aussi la loi sur le voile de 2003, c'était aussi toute cette vision de la laïcité, ou de... C'est trop dogmatique. Ou des luttes antiracistes, etc. Donc, mais en même temps, de l'autre côté, des fois, il y a des biais aussi, hein, et c'était ce qui faisait que, finalement, gauche-droite, ok, mais... Ça renvoie à cette fameuse troisième voie qui a été souvent évoquée, mais qui, là, est-ce que... Mais on est de gauche, hein, cela dit. Oui, bien sûr. On a fini par se dire de gauche. Alors, je me souviendrai toujours de cette phrase. C'est un copain qui a dit, mais arrêtez de déconner, si on n'est pas de gauche, c'est qu'on est de droite, et comme on n'est pas de droite, c'est qu'on est de gauche. Et donc on a dit, c'est vrai, t'as raison, et en fait, évidemment qu'on est de gauche, tout notre programme est de gauche. En réalité, dans la pratique, bien sûr qu'on est de gauche. Mais c'est juste, peut-être qu'on ne veut plus se servir de ça pour dire, mais non, mais bien sûr qu'on n'est pas raciste, on est de gauche, ou bien sûr qu'on est pour la répartition des richesses, on est de gauche. Non, on le fait, puis on verra. Et si nos actes ils sont de gauche, on sera de gauche. Mais si nos actes ne sont pas de gauche, on ne sera pas de gauche. Et il y avait ça aussi qui a été super important, mais qui du coup est compliqué. C'est que on était dans quelque chose, on en avait marre de la parole, en fait, un petit peu. La politique, c'était pour nous de la parole, des promesses en l'air, etc. Que du discours, que de rester dans le flou, etc. Et nous, on était beaucoup dans l'action, en fait, parce que donc, du coup, soit on bossait dans des centres sociaux, soit dans des associations, soit on avait un truc de c'est l'action qui prouve quitter. Sauf qu'en fait, quand on commence à faire de la politique, on est bien obligé de parler, en fait. Et donc... Alors non, mais du coup, c'est compliqué, parce qu'en fait, il a fallu, en même temps qu'on transgressait les règles du jeu politique, qu'on se les approprie. Absolument. Oui. Et cette tension-là, elle est un peu compliquée, en fait, parce qu'on n'est pas dans quelque chose... Là, même si peut-être que certains d'entre nous ont des idéaux révolutionnaires, là, notre démarche, elle n'est pas révolutionnaire, elle est plutôt réformiste. Ou alors on peut dire que c'est de la révolution permanente, j'en sais rien, mais c'est plutôt... En tout cas, on rentre dans les institutions. Donc Alors, quelle serait votre définition à vous de la culture? Franchement, c'est trop large, justement, ça veut dire trop de choses. Là, l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce
qu'est-ce qu'était la culture légitime, qu'est-ce qu'était la culture populaire, de quoi on parlait, qu'est-ce que c'était la culture noble ou ce qu'on peut appeler la culture bourgeoise et du coup la culture officielle en fait, la culture scolaire on va dire. Et en fait quelle hiérarchie il y avait entre ces cultures-là et quel était notre rôle en tant que centre social pour à la fois réduire, essayer d'agir pour réduire ces écarts et ces hiérarchies, mais en même temps de donner un égal accès à toutes ces formes culturelles en fait. Donc il y avait ça. Après culture, ça peut être la culture familiale, ça peut être la culture culinaire, ça peut être la culture... Enfin c'est vraiment très très large quoi. Alors quelles étaient ces pistes? Qui émergent? Quelles sont-elles? Ce qui émergeait, c'était quand même d'aller dans deux directions, qui étaient à la fois revaloriser, valoriser les cultures populaires et par la pratique montrer qu'en fait elles n'étaient pas moins importantes ou moins complexes ou moins subtiles que la culture dominante ou la culture légitime. Et d'un côté, et de l'autre, c'était quand même aussi de pas cantonner les habitants de classe populaire à la culture populaire en fait. Bien sûr. Et d'aussi montrer que la culture légitime, elle leur était accessible, qu'elle était aussi là pour eux. Mais après, l'idée c'était de dire, on donne les clés de compréhension, mais si on aime, on aime, si on n'aime pas, on n'aime pas. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aimer la musique classique pour s'en sortir dans la vie. Mais après, je trouve que ça ramène un autre objectif des centres sociaux, c'est, je dis tout le temps que le rôle d'un centre, c'est de renforcer les bases d'un quartier, donc que ce soit culturel ou que ce soit les solidarités ou que ce soit la fierté de venir de ce quartier, etc. Tout en transgressant les barrières de la ségrégation sociale et spatiale. Et je pense que c'est ça le double rôle en fait, c'est-à-dire que j'aime pas non plus j'aime pas. Je pense que c'est super violent en fait, les structures sociales et culturelles qui sont que... C'est l'école en fait, qui sont que dans le déni des cultures populaires et dans la valorisation de la culture dominante ou légitime, ou qui veulent dire aux classes populaires mais venez, on va vous montrer la vraie culture, les vrais lieux culturels. Non, les centres sociaux c'est des vrais lieux de culture et bien plus. Je pense que plein de lieux institués à Paris. Bagnolet, je crois il doit y avoir 55 nationalités à Bagnolet, différentes, voire peut-être plus. Ouais, déjà. Et c'est dense comme territoire, donc sur des petites surfaces, il y a beaucoup de gens de c'est ça qui est fascinant, c'est vraiment, on le sent, moi quand je suis c'est flagrant. On sent qu'il y a une espèce de bouillonnement. C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit que... Alors, nous, on est appelé la liste communautaire par la droite, donc je sais pas de quelle communauté on est exactement, mais j'imagine soit des basanés, soit des musulmans, j'en sais rien, mais dans leur imaginaire à eux, mais ils nous appellent comme ça. Et on dit souvent que les quartiers populaires sont communautaristes, ou qu'il y a des replis communautaires, etc. Moi, ça m'a toujours fait rire, parce que c'est drôle parce que c'est une critique qui a été d'abord formulée par les penseurs de gauche. Sûrement, par rapport au multiculturalisme anglo-saxon. Et c'est... oui, parce qu'il y a eu des politiques de peuplement et des politiques sociales et spatiales qui ont fait que tous ceux qui n'étaient pas d'origine française se sont retrouvés à vivre dans les mêmes quartiers. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Moi, je dirais que le communautarisme, si on a, il est à l'ouest parisien. Il n'est pas à l'est de Paris. Enfin, je dis pas que les gens se voient tous les jours et qu'ils s'invitent chez eux à manger, etc. Mais par contre, sur un territoire comme Bagnolet, il y a autant des classes moyennes et supérieures intellectuelles que des classes populaires, que des nationalités différentes, que des configurations familiales complètement différentes. Et je pense pas qu'il y ait cette diversité-là, même si je suis vraiment pas en train d'idéaliser. Je dis pas que les gens se croisent tous, qu'ils se parlent, qu'ils mangent ensemble, etc. Mais en tout cas, ils habitent sur le même territoire et ils sont pas en train de se taper dessus. Alors que je suis pas sûre qu'il y ait cette diversité-là dans l'ouest parisien. Que ce soit d'origine, que ce soit culturel, ou que ce soit de classe sociale, ou même de métier. Je pense que c'est beaucoup moins divers dans l'ouest parisien que dans l'est parisien. Donc, ça se fait par la pratique. Après, ça a lieu quand même.
de toute façon, là on voit bien par exemple, toutes les disciplines du hip-hop, elles sont en train de s'institutionnaliser, elles sont en train de se légitimiser. On voit maintenant des graffeurs qui exposent dans des musées, dans des galeries d'art. Donc c'est en train de s'instituer. De toute façon, c'est la marche des choses, on va dire, quoi. L'art populaire ou la culture populaire finit par trouver une forme de légitimité et s'institutionnaliser. Le blues, le jazz, c'est quand même le meilleur exemple. Donc le hip-hop, c'est juste la continuité du blues, du jazz. Après, comment faire qu'il y ait mélange, etc. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est plus des questions de posture, en fait, ou de reconnaissance. Pas de reconnaissance, vraiment, parce que moi, j'ai plus envie de demander la reconnaissance des dominants, on va dire. Je me fiche, en fait. J'en ai pas besoin, on va dire. Enfin, j'ai pas envie d'en avoir besoin, en tout cas. Mais c'est plus ce que je disais tout à l'heure, en ayant le capital culturel et social, on va dire, c'est là aussi où on devient fort, en fait. Et que du coup, on peut discuter d'égal à égal. Et je pense que c'est seulement là qu'il peut y avoir échange. C'est-à-dire que tant qu'il y aura un rapport déséquilibré, et ça ne sera pas possible, en fait. Parce qu'il y en a parce qu'on se braquera, et parce qu'on sera sur la défensive, et parce qu'on n'aura pas envie de faire avec des gens qui viennent. Pendant la campagne, par exemple, ce qu'on nous disait souvent, quand on a discuté avec des partis, etc., c'était « vous avez le terrain, on a les compétences ». Ah oui. Ben oui, mais évidemment, on passe dans leur représentation un peu à eux. On était une bande de jeunes, enfants d'immigrés qui viennent d'un quartier populaire. Ben c'est bien, vous avez le terrain, ça va être génial pour nous, mais nous, on a les compétences. Et en fait, c'était le fait qu'on soit... On se dise, mais non, en fait, il n'y a pas besoin de compétences. Ça, c'est une vision... Enfin, il n'y a pas besoin. Déjà, on les a, mais on ne vous le dira pas. Enfin, on n'a jamais mis nos études en avant pendant ces négociations-là. Quand même diplômé. On est tous diplômés, enfin, je veux dire, les choses, elles ne se passent pas non plus. C'est quand même plutôt on va dire, c'est les élites du quartier qu'on monté. Pas tous, hein, cela dit, pas tout le monde. Mais quand même, globalement, on a tous fait des études supérieures, quoi. Mais on ne voulait pas mettre ça en avant, parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait qu'on est légitime à... Ça nous aide, ça nous arme, on va dire. Bien sûr. Mais par contre, c'est pas ça qui fait qu'on est légitime à s'engager. Et du coup, ça, c'était pas possible, en fait. Et à partir du moment où il y avait ce type de discussion, on ne pouvait plus discuter avec ces gens-là. Pour un exemple, on a remis en place les conseils de quartier depuis qu'on est arrivé, mais ils sont encore... C'est pas hyper représentatif, quoi. Il y a un jeune qui m'a dit une fois, enfin un lycéen qui m'a dit une fois, au conseil de quartier, on voit tous ceux qu'on voit jamais dans le quartier. Et je lui dis, c'est vrai, t'as raison. Parce que, en fait, réellement, c'est pas les gens qu'on voit le plus souvent dans le quartier. Donc c'est pas très représentatif encore, mais c'est en train de venir petit à petit. Et on était dans un quartier qui est très marqué par la gentrification, mais aussi par les logements insalubres et peu de HLM, mais vraiment beaucoup de logements privés insalubres en suroccupation, etc. Donc un gros écart dans la population. Et donc ce conseil de quartier-là, c'est flagrant, parce que des fois, ça ressemble à des conseils de copropriétaires, presque. Et il y a quelques habitants historiques, je dirais, plutôt jeunes, entre 16 et 30 ans en gros, qui viennent, et notamment parce que le centre social les incite à venir, etc. Et la première fois où ils sont venus, ils ont pris la parole parce qu'ils étaient choqués de la vision que ces copropriétaires, on va dire, avaient de la jeunesse. Et la deuxième fois, en fait, ils étaient super énervés, parce qu'ils avaient l'impression d'être invités, eux qui avaient toujours vécu là par des habitants qui étaient là depuis moins de 10 ans, à être invités à leur propre conseil de quartier. Puis, à un moment, ils me disent, mais t'as vu, ils parlent même pas de nous, ils ne nous défendent même pas. Et je dis, mais pourquoi t'attends qu'ils te défendent, en fait? S'ils te défendent, tu devrais leur dire merci. Donc, défends-toi toi-même. Et en fait,
Alors, je suis d'accord, c'était facile à ce moment-là de dire ça, et c'est pas si simple que ça, parce que parler en public, parler devant des gens qui sont très dotés en capital culturel, etc., c'est pas simple. Mais ce que je leur disais, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Absolument. Et tant qu'on s'organise pas, tant qu'on prépare pas ces conseils de quartier, et tant que vous n'êtes pas présent pour qu'on crée un rapport de force, en fait, clairement, ce qui veut pas dire qu'on va se battre, au contraire, mais ce qui veut dire qu'on va leur prouver qu'il va falloir nous traiter d'égal à égal. Et que là, à ce moment-là, ça se passera sans tension, en fait. Finalement, être élu, pour moi en tout cas être élu, on rentre dans le monde de ceux qu'on écoute. Et or, ça peut être un piège en fait, parce que on est censé représenter ceux qu'on n'écoute pas dans ce monde de ceux qu'on écoute. Oui, oui. Et sauf que, comme on est avec des gens qui défendent des intérêts dominants dans ce monde-là, enfin, clairement, je veux dire, quand on est élu, on est en discussion avec les promoteurs immobiliers, on est en discussion avec, j'en sais rien, les lieux financiers, en discussion avec les banques, on est en discussion avec la CAF, avec la région, avec des institutions qui sont des institutions dominantes. Sauf que nous, on est là en tant que représentants, en tout cas pour moi, être élu, c'est ça, en tant que représentant de ceux qu'on n'entend pas ou qu'on n'écoute pas. Après, sur les choses qu'on veut mener, je crois qu'il y a une question de qualité, en fait, un petit peu. Enfin, c'est bien d'avoir des assistantes sociales, c'est bien d'avoir des services sociaux, c'est bien d'avoir des centres, c'est bien d'avoir un centre municipal de la santé, etc. Mais si c'est de mauvaise qualité, ça sert pas à grand chose en fait. Enfin, ça sert à mettre de l'argent et à, comme je disais tout à l'heure, ça sert à maintenir la paix sociale en gros. Et je pense que notre vision de tout ça, c'est on veut que ce soit efficace, quoi. On veut que ce soit de qualité, c'est-à-dire que vraiment qu'on soit à la pointe en fait, je sais pas comment dire. Ben oui. Non mais qu'on soit à la pointe de ce qui peut se passer dans un centre social, qu'on soit à la pointe de ce qui peut se passer dans la vie associative d'une ville, et pas faire du... je veux dire, on n'est pas obligé d'être que dans du misérabilisme tout le temps non plus, quoi. Et ah oui, bon, bah c'est bon, ça leur suffira, on leur met 3 paquets de chips et ça ira. Non, on n'est pas obligé de mettre 3 paquets de chips. Et c'est ça le respect aussi en fait, à un moment donné. Je pense qu'on doit vouloir pour... En tout cas, moi, je veux pour les centres ce que je voudrais que mes enfants y trouvent, en fait. Et pas... J'en ai pas, mais c'est pas grave. Mais je voudrais... C'est ça ce que je voudrais, que ce soit de la... Je pense que notre projet, il est là. Après, on a quand même 4 points, en gros, sur le projet, qui est développer tout ce qui est action sociale, ce qu'on appelle épauler les habitants et l'accompagnement à l'autonomie. Il y a vraiment le point sur la démocratie locale et la transparence qui était... On a fait, je crois, depuis un an, on a dû faire 50 réunions publiques. Pour moi, la meilleure illustration, c'est le monde dans lequel on vit, en fait. Mais après, je peux utiliser une image qui m'a fait rire, parce que j'ai trouvé belle, en fait, mais... le premier Nouvel An chinois que j'ai fait à Bagnolet, il y avait parce qu'il y a une grande communauté chinoise à Bagnolet, et donc on fête tous les ans le Nouvel An chinois. Et la communauté chinoise prépare des nems au poulet halal pour le Nouvel An chinois, pour que les musulmans de la ville puissent aussi en manger. Et voilà. On va dire, non mais c'est une image, mais et j'avais trouvé ça vraiment génial. Et encore une fois, je m'étais dit, ah ouais, donc on nous appelle communautaristes, j'aimerais bien voir qui est aussi ouvert que nous, en fait, au final.